Ça va? Oui, T'as plus soif? Non, j'ai plus soif, ça va. Si t'as besoin de quelque chose, j'ai aussi de l'alcool, hein, parce que ça va te détendre. Ouais, c'est vrai, pour la deuxième partie, peut-être que ça ira mieux. Ouais, ce sera plus fluide. Ouais, on reprend en 2023, je crois. On reprend en 2023, ouais, super. On arrive sur une année très importante pour Soif, ta préférée, tu le disais, 2023. Oui. On va avoir 3 projets d'envergure, et on va commencer peut-être par GoZooX, qui est donc une vraie V2, là encore une fois, d'un jeu qui existait déjà chez Monster Games, GoZoo, qui est un jeu de cartes de construction de tableaux à combo, que vous allez réinscrire dans l'univers, initié par Immortal 8 puis par Nine. Et vous avez énormément retravaillé le jeu, à commencer par, c'était un jeu de 2 à 4, vous en avez fait un jeu vraiment à 2. Déjà, même à l'époque, quand j'y jouais, on se disait pourquoi on jouait à 3, à 4 à ça. Je comprends l'idée de Manu d'aider, c'était ça à l'époque, parce que les jeux à 2, il n'y en avait pas. Il y avait Lost Cities, mais quand tu reviens en 2010, il fallait faire un jeu de 2 à 4. Hein. Pur 2 joueurs, c'était pas possible. Le jeu était joué à 2 par les joueurs, quand il y avait des tournois, etc., c'était que à 2. Et en fait, c'était un fil rouge qu'on a commencé, je sais pas, en 2018, dès le début quasiment de Soif. On s'est dit, bon, on va bosser là-dessus, et on verra quand ce sera prêt. C'est fun, on fait des pauses, on joue à ça. Et un mois après, on a des idées, on rajoute. Et après, ça s'intensifie, parfois avec des périodes où c'était intensif, enfin plus intensif, parfois il se passe rien, vraiment à l'envie. Et ça sort quand ça sort. Donc à la base, on s'était dit Immortal Lake 2018, Nine 2019, Gozo 2020, GoZooX. Bon, ça ne s'est pas fait comme ça, il a fallu 3 ans de plus. Un peu comme le Chinese Democracy des Guns, il a fallu un peu plus de budget et de temps, et ça reste mieux quand même. Ça a pris le temps et c'était assez sympa d'avoir un projet un peu comme ça, sans pression, on le bosse quand on a envie et il sort, quand il est prêt, surtout pour un jeu aussi technique, c'est un jeu de cartes, c'est vraiment pour un joueur de Magic, on est vraiment dans de la complexité, de l'interaction très forte, et donc ça prend du temps, on est très content du résultat, ça sort. C'est sorti début 2023. Un des autres gros changements, c'est l'ajout d'un draft ouvert. Dans le jeu de base, c'était une pioche commune. Voilà, à la Race for the Galaxy, tu pioches. Ouais. Voilà, maintenant, c'est ça, c'est un peu comme dans l'idée d'un smash-up, dans l'esprit, mais sauf que tu draftes un par un les clans, et du coup, tu te fais un deck avec 3 clans. Donc, parce que tu as plus de maîtrise, et tu peux contrer aussi, tu as fait tel choix, je te contre avec ça. Ça, c'est l'idée de Manu, elle est top, et tout le jeu commence avant de jouer, ça c'est assez cool, ça te met déjà dedans. Et les 2 clans non choisis amènent un effet permanent sur la partie. Donc en plus, si tu ne choisis pas un clan, ça veut dire que tu choisis d'une certaine manière une règle spéciale pour la partie. En termes de rejouabilité, évidemment, ça crée des combinaisons multiples et une profondeur quasi infini, hein. C'est un jeu, on comprend que vous l'avez maturé pendant aussi longtemps. Quand il a amené ça, il a fallu recommencer, quoi. En fait, tout simplement, quand il a amené cette idée-là, il a fallu reconsidérer tous les effets du jeu par rapport à ça. Donc on recommence et on y va, mais on était toujours sans pression, donc ça s'est fait. Ouais. C'est un jeu aussi que vous avez choisi de pousser compétitivement. Il y a des tournois, des championnats. C'est la première fois que vous aviez un jeu que vous souhaitiez pousser de cette façon-là. Vous aviez en tête qu'il avait le coffre, la profondeur, la puissance suffisante pour pouvoir avoir ce prolongement-là. Ça, plus le fait qu'on ait une personne à la com avec Pauline maintenant, donc qui permet de gérer ça aussi sur son temps, parce qu'à l'époque, Pauline est arrivée en 2022, un petit peu avant Galileo Project. Donc Gozu allait arriver, donc c'était bien de passer sur le jeu organisé, d'une certaine manière, un petit peu. Et ce qui est un peu l'apanage des jeux de cartes, si tu n'as pas de tournoi comme ça, ce sont des joueurs très exigeants, qui jouent beaucoup. Jouer un jeu de cartes, maîtriser un jeu de cartes, c'est chronophage. Donc récompensé par des tournois et un peu de jeux organisés, c'est quand même cool. Ça crée une communauté. On a sur notre Discord, le jeu qui est le plus commenté, c'est GoZooX toujours. Et tout le temps, parce que les joueurs sont à fond. Aussi, il y a un travail via les extensions, on révèle un petit peu à des joueurs hardcore qui peuvent... Moi, j'ai bossé sur le développement du jeu de base avec Manu, mais il y a d'autres personnes, mais après, c'est Manu qui s'en occupe via quelques joueurs hardcore qui aident aussi de temps en temps à développer, parce que ça devient un monstre. C'est comme un TCG, c'est comme si tu relèves, tu crées un nouveau set, il faut tout prendre en compte, en fait, par rapport à ce qui a été avant.
Et dans les extensions, le choix qui a été fait, c'est d'ajouter un nouveau clan, mais aussi quelques cartes des clans d'avant, mises à jour, ce qui permet d'intégrer les nouvelles mécaniques et comme ça de les dispatcher un petit peu dans tous les clans. Comme ça, c'est un peu évolutif. Oui, c'est presque un living card game, et du coup, c'est un taf d'équilibrage et de développement absolument fou, parce que chaque extension vient contaminer le reste du jeu. C'est ça, exactement. Donc là, je crois qu'il y en a 3, il y en aura 4. Mais tu en fais une par an pour continuer le jeu. C'est un petit suivi, ça demande un peu de travail, mais pas non plus autant que le jeu de base, mais ça permet de suivre une gamme et de continuer cet univers qu'on avait commencé en 2018. Et après, il prendra fin avec ça, je pense. Je suis quasi sûr même. C'est un jeu qui est très plébiscité. Je pense que parmi les jeux d'affrontement à deux qu'il y a sur le marché, on doit être sur un des plus experts, des plus profonds, des plus poussés que je connais. C'est ça, c'est un jeu niche, mais il est très bon, il est équilibré, il est bien réglé, il est intéressant, mais on est dans la niche vraiment expert, très technique. Et moi, je t'avoue que autant j'adore le jeu, autant pour le sortir, il faut que je sois en forme, quoi. Il faut... Oui, je suis d'accord. Voilà, par rapport à... Tu citais Smash Up, je sais pas, Radlands, Unmatched, tous ces jeux-là, on est vraiment dans le haut du panier à tous les niveaux. Donc en termes de profondeur, en termes de complexité, en termes d'imbrication des effets, et c'est un jeu hyper technique. On salue Sylvain, l'ami Sylvain qu'on voit régulièrement sur la chaîne, qui a été vice-champion de France de Gozu X. Je ne savais pas. Ouais, tout à fait. Et on avait même enregistré avec lui une vidéo d'1 heure d'ouverture sur Gozu X. C'est un jeu qui a le potentiel comme ça de parler d'ouverture, de choix. Et rien que sur le draft, je crois qu'on avait fait 1 heure de contenu sur les implications du draft. C'est fou. Et certains joueurs vont te dire que tu peux perdre une partie potentiellement au draft. En tout cas, à niveau égal, ça peut se jouer là. Si vous êtes friand de ce genre-là et que vous ne l'avez pas encore découvert, on vous encourage évidemment à vous plonger dedans. Donc tu le disais, 4 extensions quand tout le contenu sera sorti. Et le jeu va probablement s'arrêter là après. Je pense, oui. Après, il faut trouver des idées. Ça devient tellement énorme. Et après, on sera loin. C'est peut-être 2026 ou 2027 après le jeu. Ça fait déjà beaucoup. On passe de 8 à 12. Tu joues 3 clans parmi 12. Au bout d'un moment, ça devient fou en termes de possibilités. Et après, il faut peut-être s'arrêter. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en aura une 5e, mais je sais qu'on est à 4. C'est déjà pas mal. Ouais, il faut savoir s'arrêter un bon moment, pas faire comme Smash Up, qui ont tellement multiplié les boîtes que ça devient absolument n'importe quoi. Toujours en 2023, on a un jeu très important pour toi que tu co-crées avec Grégory Grard, c'est Sur les traces de Darwin, qui là aussi va initier une gamme de jeux plus familiaux qui ont un lien très fort avec des personnalités scientifiques historiques. Sur les traces de Darwin, moi j'ai écouté plusieurs interviews que tu as données à son sujet. C'est un jeu qui t'a obsédé pendant un temps en termes de conception pour en faire un peu le jeu familial parfait, ou entre guillemets, ou en tout cas un jeu taillé pour l'As-Dog. Enfin, c'est plus que le jeu, c'est même le produit parfait. Quand tu es à la fois auteur et éditeur, tu peux avoir la main mise sur ça, tu peux maîtriser tous les procédés. Modulo, évidemment, ton co-auteur et ton directeur studio, mais quand tu as carte blanche pour faire un peu ce que tu veux, ça permet d'exprimer sa vision éditoriale, aussi asseoir le jeu comme un produit culturel. C'était ma façon de montrer... avec tout le travail sur le thème, les appendices, les anecdotes sur les animaux, ça prend du temps. C'était fait sur le temps éditorial, bien sûr. Oui, à la base, l'idée, ça reste le premier jeu familial de Soif, parce que, évidemment, Greenville, c'est un jeu en règle limite plus simple, mais ça s'adresse à un autre public. 16 ans et plus, donc, là, oui. Voilà, depuis Miniville, mais qui n'était pas par Soif, mais Monster Games, là, c'était la première fois. Donc, encore une fois, on nous attend... Enfin, on arrive sur quelque chose qu'on n'avait jamais fait. À chaque fois, je me dis qu'un nouveau projet, il faut qu'on en apprenne quelque chose. Et là où Iki avait initié le fait de vraiment se mettre à fond dans un thème ou dans un jeu pour que ça se voit au niveau éditorial, et Darwin, c'est la quintessence de l'obsession et du fait d'être perfectionniste et pointilleux afin d'arriver à quelque chose de 100% maîtrisé. Aucun élément n'est au hasard, que ce soit dans le gameplay ou le produit.
tout simplement. En fait, quand j'ai sur ce jeu, je sais pas si tu es au courant, mais il me semblait que j'avais lu ça quelque part, c'est que la série House of Cards par Netflix, en fait, vient d'un sondage via les utilisateurs de Netflix. Donc, c'est quand à l'époque, Netflix était moins connu, hein, quand House of Cards commence. Et ils avaient demandé à leurs utilisateurs quel type de série vous voudriez, avec quel acteur, etc. Et en fait, ils avaient fait un peu le mix de tout ça, un peu une sorte de cahier des charges sur comment faire une série optimale par rapport au desiderata des gens. Et avec Greg, au début, parce qu'avec Greg, on se connaît depuis au moment de la sortie de Ganymède, donc un peu avant la sortie, je faisais les tournées de quelques bars à jeux ou de festivals en France. Greg est de Normandie comme moi, on s'était croisés la première fois donc sur une table de Ganymède, on joue tous les deux, et on s'entend bien à ce moment-là. Il me disait qu'il commençait à faire des jeux, etc. Puis peu de temps après, il y a un collectif d'auteurs normands qui se crée, je suis invité à y aller, etc. Donc, soit on donnait du feedback sur les protos des uns et des autres, et à un moment, on avait commencé un peu à bosser sur un ou deux protos, ça n'avait pas abouti, mais ça nous avait permis d'un peu de se connaître et de savoir où on en était. Et on s'était dit, là, tiens, on ferait bien un jeu à famille sur des animaux, etc. Et on avait un jeu, on avait créé les tuiles, en fait. À l'époque, il y avait 5 types d'animaux et 5 continents. Il y avait l'Europe en plus, et je crois que les poissons, etc. Et c'était pas du tout comme ça. On était parti d'un système avec un bateau qui se déplaçait un peu à la merve, un peu comme ton Meeple à la merve, sauf que on avait chacun notre bateau, c'était le dernier, celui qui, en fait, à chaque fois, donc il y avait 5 colonnes et 5 lignes. Et tu avais 25 animaux au milieu, et à chaque fois, tu avais un animal Ce qui était révélé, c'était un animal de. L'Europe, c'était toujours le plus près, l'Océanie, c'était le plus loin. Et si tu allais au plus loin, tu avais quelque chose de plus. Les animaux étaient plus puissants, mais si tu allais en Europe, c'était plus facile. Tu rejouais le tour d'après, vu que ça repartait toujours du genre le plus près. Mais tu avais des animaux moins forts. Et tu plaçais tes animaux, à l'époque, on n'avait pas la grille, mais on avait un animal, s'il était à la fois d'Afrique et mammifère, tu le plaçais dans ta zone soit mammifère, soit Afrique. Et en fait, ça faisait 30 cases, tu avais 5 paramètres de chaque côté, et il y avait 3 cases, et plus tu allais dans une. C'était très long. Et à un moment, on bosse chez Greg, on se dit, c'est trop, le système est trop lourd, il y a trop de tuiles, c'est énorme, tu peux pas avoir un plateau avec 30 cases. Et en fait, je me mets à découper, à retirer l'Europe, et je me dis, attends, et à faire rejoindre les deux morceaux en disant, comme au bingo, on place, tu vois. Et on n'a pas le choix. Et c'était beaucoup plus clair pour faire un jeu famille. Mais on n'avait toujours pas de système de comment prendre les tuiles. Et on avait le bateau, on galérait, on essayait plein de systèmes de récupération. Et on était le dimanche soir, tard. On avait un peu les tuiles, on avait fait des tuiles génériques avec des symboles, des points. Et après, ça peut servir à n'importe quoi quand on teste, quoi. Et Greg trouve l'idée actuelle, quoi. Et là, on fait, ok, ça marche, c'est thématique, c'est fun, c'est simple. Ça a du sens par rapport au thème et tout. Et là, la lumière, c'est trop bien. Dimanche soir, il est 22-23 heures, je repartais à 7 heures le lendemain pour aller chez Hachette directement. Et et d'un seul coup, tu te réveilles, tu es sur le quai le matin, tu fais, ouais, je crois que j'ai un truc cool. Et après, on a modifié des petites choses, hein, mais on avait le core système. Après, c'était les façons de scorer qui ont un petit peu changé sur les boussoles et les cartes. Et d'autres petites choses, mais après, c'était du réglage. Et c'est comme ça que c'est arrivé. En retirant, et au fur et à mesure qu'on a joué, on s'est dit comment on peut aussi calibrer le jeu pour être un succès, en dépit du fait de marcher bien. Donc là, ça a été après, au niveau éditorial, c'est comment on fait pour encore plus, parce que là, on crée le jeu à l'été 2021, donc il y a Iki qui va sortir, on n'a pas encore une nomination de Iki, etc. Donc on se dit comment on fait pour vraiment faire un jeu qui peut être reconnu et tout ça. Donc c'était encore plus loin, épurer, retirer tout ce qui croche, etc. Même s'il y a encore un petit peu de règles. Par exemple, si tu regardes par rapport à des jeux plus récents nommés, il y a un peu plus de règles, mais c'est ok. Ne serait-ce que tous les chapitres, là, ça reste des scorings différents. Il y en a peut-être 16 ou 18, donc il faut les appréhender. Il y a toujours une question ou deux sur chaque. L'empilement, est-ce que je perds mes points en dessous? C'est des petites questions comme ça qui se posent, mais ça va quand le thème est là aussi pour accompagner et comprendre ce qu'on fait, quoi. C'est ce qui fait aussi cette profondeur que des joueurs un peu plus confirmés peuvent y prendre du plaisir, tu vois. Et pour moi, un jeu familial parfait, ça doit être ça aussi. Enfin, moi, par exemple, quand je joue à Captain Flip, qu'on a beaucoup cité dans les rétrospectives, je prends du plaisir autant que les joueurs et joueuses plus débutants qui le pratiquent avec moi. Et à Darwin, moi, on y a joué. J'y ai joué avec Mounir, par exemple, qui intervient souvent sur la chaîne. C'est un des jeux qu'il adore. Et je pense parce qu'on peut y jouer en joueur confirmé et prendre du plaisir. Donc il y a plusieurs... Exactement, tu peux être un peu méchant, contrôler le jeu de ton joueur à gauche, défausser une rangée entière de tuiles, la remettre sous le paquet. Ce sont des petites choses qui, quand tu as envie de te creuser la tête ou tu es un petit peu méchant, tu le fais aussi pour toi, mais parfois il y a vraiment le côté aussi un peu interactif qui fonctionne bien dedans, quoi.
Alors, ce système mécanique de déplacer le bateau de 1 à 3 cases autour d'une grille, ça, pour le coup, moi, ça me fait penser à des jeux plus anciens. Je cite souvent Drôle de Zeb de Bruno Catala, un jeu de 2004, ou alors il y a Guatemala Café d'Inka et Marcus Brand Ouais, on m'a 2006. parlé de Glastonbury aussi. Ce ne sont pas des jeux que j'ai joués, mais oui, ce système un peu de déplacement par contrainte. Tu peux avoir ça dans le Zopek de joueurs. Enfin, c'est pas la même chose, mais c'est indiqué sur l'élément que tu prends ce qui va se passer après. Enfin, là, c'est pas l'élément, c'est l'emplacement. Mais... Ouais, c'est ça, mais ici, l'originalité, c'est l'imbrication avec le fait que si tu déplaces de 3 cases, tu vas mettre à cet endroit-là, etc. Et ça, pour le coup, c'est un élément qui me semble assez nouveau et qui, comme tu le dis, ça fait un système vraiment solide à partir duquel tu peux faire plein de choses. Et pour les autres jeux de la gamme, après, on va en parler ensuite, mais vous allez utiliser d'autres systèmes, mais ça pourrait aussi être un game system à part entière que tu pourrais décliner avec d'autres univers, d'autres éléments. Et vous avez fait le choix d'utiliser d'autres types de mécaniques, mais je trouve que c'est un système qui a cette force-là, quoi. Après, pour tout ce qui est jeu un peu de collection, tu peux décorréler la mécanique et tout ce que tu en fais. C'est-à-dire que Darwin pourrait être du draft. Tu drafts, tu poses tes tuiles, point. Tu peux complètement décorréler, ce qui permet de travailler d'un côté tes tuiles. Tu n'as pas de système, tu en trouveras bien un jour. Un qui correspond surtout au thème de quelque chose et qui est intéressant mécaniquement. Je disais du draft, tout fonctionne, draft et collection, ça va bien ensemble. Après, pour cette gamme-là, on souhaite plutôt, déjà, pas sortir forcément un jeu tous les ans dessus, mais apprendre un peu de nouvelles mécaniques aux joueurs, à chaque fois. C'est censé accompagner les joueurs qui débutent, et là, ils ont eu de la collection, on met à récupérer plutôt de la transformation de ressources. L'idée, c'est de proposer à chaque fois quelque chose, tant que c'est cohérent avec l'histoire. Sur les traces de Darwin, c'est un jeu qui a bien fonctionné, hein, qui a trouvé son public, qui a été sélectionné à l'Asdor, même s'il ne l'a pas remporté. Oui, et au Spiel des Sierras aussi, c'est important. Tout à fait, t'as raison. Comme Iki, double domination, double défaite. Sur l'extension, on était parti en mode on n'en fait pas, parce que c'est un jeu familial, tout ça. Et ça nous paraissait un peu fermé, mais on a réussi à trouver des choses, où c'est sorti le 9 mai. En fait, des choses qui viennent aussi de ce qui a été retiré pendant le développement. Par exemple, tu auras les tuiles publications que tu gagnes quand tu réussis à faire une ligne ou une colonne, elles valent toutes 5 points, mais à l'origine, il y avait une sorte de course, le premier avait plus, etc. Et ça forçait à trier selon le type. Par exemple, le premier sur les mammifères, il fallait faire des tuiles mammifères. Ça faisait du setup. Donc on s'est dit, on va pas faire ça, on va les retirer. Donc ça, il y aura ça dans l'extension. Il y a 9 tuiles un peu spéciales, mais avec des effets. Parfois c'est 7 points, parfois c'est 6 points et un guide, 4 points et une boussole, des choses comme ça. Donc il y a déjà cette petite course en plus. Donc le premier qui aura fait ces mammifères aura une tuile un peu meilleure que les autres, et les autres reprendront du 5 points. Ça, c'était facile à faire d'une certaine manière. Mais l'extension est surtout basée sur l'utilisation des enveloppes. Tu vas avoir des enveloppes. Déjà, il y a tout 16 animaux de plus, un par coordonnée sur ton plateau, et 5 personnages de plus. Et au début de la partie, tu retires tous les personnages du jeu de base du deck, et tu les mélanges à ceux de l'extension, et tu fais 2 piles de 5 faces visibles. Tu récupères aussi 6 animaux, tu fais 2 piles de 3 faces visibles, et tu mets ça sur le nouveau plateau, avec les objectifs, avec les nouvelles tuiles publications. Ce qui fait que le deck maintenant sera composé que d'animaux. On jouera toujours 12 tours, mais dans le jeu, il y a moyen de gagner des jetons enveloppes, soit sur les nouveaux animaux, soit aussi ce qu'on considérait comme peut-être un point faible du jeu de base, ou pour ne pas l'alourdir, on avait fait les couronnes, avec juste en mode patate chaude, celui qui a Darwin en dernier. Maintenant, les couronnes changent. Dès que tu as une couronne, tu ne prends pas Darwin, mais Darwin, sur son plateau, il a un petit circuit de 4 cases, et tu l'avances sur la case suivante, et ça te permettra de gagner soit un jeton classification, tu prends dans le sac en tissu de Darwin un jeton qui correspond à une zone de ton plateau, par exemple insecte d'Afrique. Si tu l'as déjà, tu le retournes, ça fait 2 points. Sinon, tu le laisses sur ton plateau, et quand tu prendras un insecte d'Afrique, si tu réussis, tu auras 2 points bonus, ce qui permet de faire des petits objectifs comme ça géographiques aux joueurs. Ça, c'est très simple. L'autre possibilité, c'est de gagner des enveloppes, une ou plusieurs, ça dépend. L'idée, c'est que le cycle de Darwin, les effets sont de plus en plus forts, jusqu'à terminer le cycle, ça redevient faible. Donc ça fait une sorte de stop ou encore entre les joueurs. Est-ce que je prends cette tuile avec un symbole couronne, mais derrière, je donne quelque chose de plus fort à l'autre? Et avec les enveloppes, en fait, c'est une sorte d'action bonus que tu peux faire pendant ton tour. Pour 2 enveloppes, tu récupères un des 2 personnages visibles. C'est le seul moyen d'avoir des personnages. Tu corresponds avec un personnage, parce que le nouveau plateau représente un petit peu ce que fait Darwin pendant que nous, on voyage. Donc, lui, il est en train d'écrire, il rencontre des gens, etc. Il y a des gens qui ont défendu ses convictions, etc. Ou pour 3 enveloppes, tu récupères un animal parmi ceux qui sont visibles, des nouvelles piles, pas de grille au milieu. Donc les enveloppes te permettent de
d'avoir plus de tuiles que les 12, tout en jouant 12 tours. Parce que c'était un reproche, ou pas forcément un reproche, mais les joueurs voulaient plus de tuiles. Ils voulaient plus de tuiles, mais c'était aussi le concept de dire on ne joue que 12 tours, tu ne rempliras pas ton plateau, à toi de faire au mieux. Mais voilà, tu peux avoir 13 ou 14 tuiles maintenant en gagnant des enveloppes, et tu as l'impression de faire des big turns. De temps en temps, tu as quelques tours un peu fous, où tu fais plein de choses. Mais rien qu'un animal de plus dans ta grille, c'est une possibilité au décuplé de réussir une colonne. L'empilement, c'était déjà quelque chose qui fonctionnait. Mais on voulait améliorer le fait de faire des lignes et des colonnes dans le jeu. On trouvait un peu plus faible à vraiment à haut niveau, quoi. Donc ça répond un peu à toutes ces questions sans le dire trop. Là, on est sur du famille classique, milieu de gamme plutôt qu'un famille d'entrée de gamme en termes de simplicité. Et ça s'ajoute très bien quand tu connais le jeu de base. Hein. C'était ça ma question. Est-ce que ça reste un jeu familial ou est-ce que le fait d'ajouter des actions supplémentaires, etc., ça reste quand même selon... En fait, on s'était dit, si on ajoute des tuiles avec des nouveaux effets, c'est le bazar, c'est dilué dans le jeu. C'est pour ça qu'on a changé l'effet de la couronne, qui était pas super intéressant en termes de gameplay, en tout cas qui méritait mieux. Donc ça a permis d'utiliser une icône du jeu de base pour en faire autre chose dans l'extension, ce qui fait que ton jeu est stable. Et on a rajouté quelques tuiles avec couronne pour renforcer pour les probas. Et enfin, 2023, c'est aussi une nouvelle deuxième version d'un Eurogame existant. Après Iki, on a Zanguo. Un jeu originellement de chez What's Your Game, même encore plus que dans Iki, je dirais. Vous avez carrément ajouté une zone au plateau, etc. Pareil, c'est un jeu dont tu aimais la première version et sur lequel tu avais envie vraiment de travailler. Idem, ça m'a paru toujours un poil sec, comme un peu le style de What's Your Game. Hein. Mais le thème est original, le système de jeu est original. Donc, comme les joueurs d'Eurogame aiment l'originalité ou se plaignent du fait que c'est toujours la même chose. Là, c'était l'occasion de leur remettre quelque chose qui pourrait les dérouter. Mais il y avait du travail à faire. Bon, les auteurs, Marco et Stefania, sont un couple d'auteurs italiens, mais ils sont francophones, donc c'est très facile pour travailler. Donc, on se faisait des calls en français, mais les mails en anglais. C'est une langue plus facile pour les termes techniques. Et ça sort en 2023. Et je les contacte vers mars 2022 pour ça. Et on a commencé à travailler dessus aussitôt, et c'est parti. C'est ça, on a travaillé un petit peu moins d'un an dessus, le temps que ça parte en prod. Ouais, leur volonté, c'était de... J'avais un peu des propositions, et eux les ont intégrées, eux-mêmes avaient des envies, et il y a une des actions dans le Zanguo de base qui est juste déplacer tes officiels sur ton plateau qui était boosté par aucune action, donc c'était dommage d'avoir un système avec 6 actions dont une n'est pas boostée par ton moteur de carte. Donc ça a été remplacé par justement la quête d'immortalité de l'empereur, qui était quelque chose qui n'était pas traité aussi dans le Zanguo de base en termes thématiques. Même si c'est une vulgaire piste tout droite, il se passe des choses et il y a des choix à chaque fois. C'est aussi de faire simple, parce qu'au sein d'un jeu aussi complexe, on n'avait pas rajouté non plus un pan complexe supplémentaire. C'est un des jeux où je prenais mon téléphone au début de la dernière manche et j'écrivais mon pattern, ce que j'avais prévu sur mes 6 actions. Je vais faire ça, puis ça, puis ça. Alors, modulo ce que les adversaires faisaient, mais j'étais obligé d'écrire parce que ça demande tellement de RAM à ton cerveau. Il y a de la planification et tout est imbriqué, c'est assez terrible. Ouais, il faut le dire, c'est un jeu beaucoup plus complexe qu'Iki. Hein. On est sur un calibre vraiment supérieur. Donc, je dirais même qu'on est au-dessus d'un Shackleton Base. Ça doit être votre jeu le plus complexe à ce jour, qui effectivement... est très stratégique dans sa planification parce qu'on a ce setup ouvert, donc un peu à la barrage ou ce genre de jeu. On analyse la mise en place et on se fait des plans dans notre tête, mais après... Les jeux de l'école italienne, voilà. L'analyse de setup. Mais après, à 4 joueurs, ça va être assez tendu, les batailles sur le placement des différents emplacements. Et alors, moi, honte à moi, j'ai joué qu'une seule fois, mais si je me rappelle bien, il y a cette carte qu'on va jouer avec un numéro et tout l'ordre du tour va être déterminé par cette valeur et ça va être un gros enjeu. En fait, tu peux faire n'importe quelle action avec n'importe quelle carte, mais elle sera boostée en fonction du positionnement par rapport à la carte d'avant. C'est vrai que c'est une chose qu'on peut oublier.
Et tu peux même et en fait, elle sera boostée par des cartes que tu auras glissées sur ton plateau à ton tour de jeu. Soit tu glisses une carte sur ton plateau pour booster les actions suivantes, soit tu joues effectivement une action. Mais si tu n'as pas boosté cette action, eh bien, tu peux jouer n'importe quelle carte, tu es libre, mais tu n'auras pas de boost. Par contre, ça veut dire que tu auras boosté les autres. Donc il y a une question de est-ce que tu équilibres un peu toutes les actions et tu es toujours un peu sûr de picorer, mais tu dépends vraiment de ce qu'il y a avant, ou alors tu n'en bouges que 2 ou 3. Et les autres, tu t'en fiches, elles sont faibles, mais tu n'es pas dépendant du numéro. Et par contre, tu l'es beaucoup plus sur les autres. Donc c'est un vrai casse-tête. Quelle carte tu jettes pour faire l'action, ça veut dire que tu ne l'as plus en tant que moteur, modificateur d'action. Ah, c'est à couteau tiré. C'est terrible parce qu'il y a des majorités de partout, du timing, faire des choses avant les autres. Tu peux tout tu peux tout voir ce que font les autres. Il n'y a pas oui, c'est très ouvert. Ouais. C'est ça. C'est assez fantastique. Et ça n'a pas eu le succès qu'on pensait avoir. Alors que les Eurogamers réclament des choses nouvelles, ils n'ont pas forcément été réceptifs. Peut-être finalement quelque chose qui les sortait de leur zone de confort. Donc entre ce qu'on réclame et ce qu'on aime, ce qu'on fait effectivement, finalement, on aurait donné un jeu de poisson d'oreiller supplémentaire, ils auraient été contents. Je ne sais pas. Non, je plaisante. Parfois, toi, il y a une réédition qui marche très bien, tu as Iki, là tu as Zanguo, parfois ça marche moins. C'est difficile de savoir les raisons. Ça n'empêche pas que le jeu est très bon, donc c'est le plus important. On fait les meilleurs jeux possibles. Parfois ça marche pas, ça dépend de vraiment d'autres paramètres. Je sais pas quel gros Eurogame on a eu en 2023, mais ça peut tomber avec quelque chose qui est mieux reçu. Le fait que ah oui, mais c'est une nouvelle version d'un jeu et les rééditions, c'est souvent compliqué. C'est compliqué, mais moi j'aime bien ça permet de rendre hommage à des choses qui sont arrivées avant et que je considère comme des piliers du tech d'un joueur ou de l'histoire du jeu. On parlera secrètement de la suivante. Mais voilà, en ce moment, on fait un peu une fois sur deux. Notre gros jeu des Suns, c'est 1 sur 2. Toi, Galileo n'avait pas trop marché, mais derrière, on parlera de Shackleton qui marche très bien et qui n'est pas une réédition. Donc, c'est tellement aléatoire. Oui, c'est vrai, c'est impossible de prédire. Voilà, sur ce genre de jeu, tu sais pas ce que font les éditeurs, s'ils ont un banger à ce moment-là, ou c'est toi qui l'as, ça dépend. C'est difficile de savoir. Mais le plus important, c'est qu'on est très content du jeu. Les auteurs aussi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on travaille avec eux sur un jeu dont on parlera tout à l'heure. Alors on ouvre une petite parenthèse dans cette rétrospective pour parler de la relation de Sorry We Are French à l'espace. Et pour ça, j'accueille Marie-Ange Sanguy. Salut Marie-Ange. Bonjour Boris. Alors Marie-Ange, tu es rédactrice en chef de Espace et Exploration, un magazine qui parle bien sûr, comme le titre l'indique, d'espace et d'exploration, mais aussi un petit peu de jeux de société. Oui, tout à fait. C'est un magazine destiné au grand public où on présente tous les programmes spatiaux du monde entier. D'un bout à l'autre du monde, on parle d'espace, de vol habité, d'exploration avec les sondes. Et puis on a une petite rubrique, shopping, où on parle de livres et de jouets, et depuis quelques années maintenant, de jeux de société à thème espace. Et il y en a quand même pas mal. Donc c'est intéressant de partager tous ces jeux avec notre communauté, parce que dans le milieu spatial, il y a énormément de joueurs. Et par ailleurs, ton époux, Olivier Sanguy, lui écrit dans Plateau, dans le magazine spécialisé Plateau, depuis des années, il me semble. Donc vous avez ensemble cette passion commune, non seulement de l'espace, mais du jeu de société. Vous jouez beaucoup. Oui, en fait, on était trop dans le milieu spatial. On travaillait espace, on va dire, à 200% et 7 jours sur 7, tous les deux. Et en fait, on s'est dit, on va changer un petit peu de thèmes, on va essayer de se changer un peu les idées, puis on a regardé du côté des jeux de société un peu par hasard, et on s'est lancé là-dedans, et c'est juste l'année où Terraforming Mars est arrivé, telle une énorme locomotive qui a tout écrasé, et on s'est dit, mince, on est poursuivi par l'espace. Et en fait, on a découvert comme ça tout un tas de jeux au fur et à mesure des années, depuis maintenant 8 ans, et on est joueurs tous les deux. Très grands joueurs tous les deux. On aime les jeux à thème spatiaux, mais en fait on aime tous les jeux. Voilà. Clairement, on a aux dernières nouvelles 450 jeux différents, et je compte pas les extensions. Il y a de tout, du petit jeu d'ambiance, du jeu à deux, mais aussi du gros jeu expert, et que ça soit du thème espace ou pas. Des jeux espace, j'avais fait le compte il y a pas très longtemps, je crois qu'il y en avait à peu près 80. Alors Marie-Ange, si je t'accueille aujourd'hui, c'est pour évoquer l'utilisation de la
thématique de l'espace par Surveyor French. Vous êtes entretenu avec le fondateur de Surveyor French, Emmanuel Beltrando, qui, tu me le disais, est passionné d'espace. Vous vous en êtes rendu compte au moment de l'arrivée de leur premier jeu, de Ganymède, déjà. Oui, tout à fait. En fait, on a discuté un petit peu par hasard avec Emmanuel, c'était lors d'un FIJ, le Festival des Jeux de Cannes, il y a quelques années, quand Ganymède était encore au stade on va dire de proto, il n'était pas encore sorti, et il nous a expliqué que toute la thématique de Ganymède avait été faite vraiment en réfléchissant bien à ce qui se passait. Aussi dans la mouvance de l'époque des séries télé qu'on pouvait voir comme The Expanse et d'autres séries comme ça qui étaient vraiment à thème spatial. Et même dans la partie, on va dire, illustration, ils ont décidé de s'inspirer de posters qui avaient été faits par le JPL de la NASA, c'est-à-dire c'est le Jet Propulsion Laboratory, qui est le lieu en Californie où sont conçues toutes les sondes qui partent vers Mars, vers la Lune, etc. pour le côté américain. Et ils ont fait des posters un petit peu vintage, un peu avec des couleurs un peu particulières, vraiment très très beaux. Et Emmanuel nous avait dit qu'il s'était inspiré de ces posters pour la couve et toute la direction artistique de Ganymède. C'est un univers qu'ils ont continué de développer après avec Demeter, avec Varuna, d'une certaine façon avec Galileo Project. En fait, ils ont utilisé la thématique de l'exploration de mondes différents, et c'est ce qu'on retrouve à travers Demeter, Varuna. C'est vraiment un suivi comme si on allait se poser sur une nouvelle planète et on découvrait une nouvelle vie, forme de vie, à travers des roll and write, hein, bien sûr, mais c'était la logique un peu du suivi. Galileo Project, c'est un petit peu différent, là on rentre plus dans un nouveau monde, hein, avec des personnages, avec là on n'était plus dans les mondes, avec les mondes habités, avec des créatures un peu particulières, on est un peu différent. Et puis ça s'est dérivé jusqu'au plus récent, qui est encore un peu différent, qui est Shackleton Base. Est-ce que pour toi il y a une cohérence du coup, presque un suivi narratif, hein, on part de l'exploration, du côté décollage, etc., arriver dans l'inconnu. Et puis dans Shackleton Base, on construit directement sur la Lune, donc on est moins dans l'exploration, on est plutôt dans l'exploitation quelque part. Oui, on est dans l'exploitation, et puis alors, Shackleton Base va plus loin, c'est-à-dire que Shackleton Base, c'est vraiment appuyé sur quelque chose d'existant. C'est-à-dire que ça s'appuie sur le programme Artemis de la NASA, des Américains, dans lequel l'Europe a pris parti, ainsi que le Japon et le Canada. Et si on regarde les 4 nations, États-Unis, Europe, Japon et Canada, on les retrouve dans Shackleton Base. On retrouve les corporations et on retrouve quelque chose qui est beaucoup plus poussé, puisque là on s'installe sur la Lune et on va se servir de ce qui est présent, c'est-à-dire c'est l'ISRU, c'est In Situ Resource Utilization, c'est-à-dire qu'on va utiliser les ressources sur place pour s'installer, pour vivre, pour faire du carburant, pour éventuellement des rovers qui sont sur place, etc. Et tout ça, on le retrouve dans Shackleton Base. Ils sont allés beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'ils se sont rapprochés beaucoup plus du véridique. Je trouve que de toute leur série qui est à thème espace, c'est le jeu qui est le plus ancré dans la réalité, surtout avec le programme Artemis. Déjà, rien qu'à partir de son nom, quoi, qui fait vraiment référence. C'est un cratère, oui. C'est un cratère, et en fait, ça vraiment, ils ont ancré dans l'existant. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est que même quand on regarde les différentes corporations, elles ont chacune leur spécificité, et il y en a une qui est quand même vers Mars, hein, to Mars, c'est vraiment le programme Moon to Mars que l'on connaît depuis plusieurs années auprès de la NASA, l'agence spatiale américaine, et c'est très très amusant parce qu'ils l'ont ancré dedans avec cette progression, cette exploration, avec les différentes, on va dire les ingénieurs, les scientifiques, etc. C'est allé assez loin, et c'est vrai que Lopiano et Mangonet ont vraiment travaillé sur la mécanique, mais il y a eu tout ce travail ensuite avec Surveyor French, d'ancrage dans la réalité, avec une étude du programme spatial Artemis, et ce qui se fait et ce qui est prévu. Est-ce que toi tu as un regard sur ce que cet ancrage permet quand on est joueur, joueuse au fil de la partie? Est-ce que pour toi
il participe à un sentiment d'immersion. Il est vrai que moi j'aime bien parce que on se rapproche de la réalité. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la science-fiction. Hein, on a des tas de jeux qui peuvent être de la SF pure. Hein. Quand on regarde par exemple un Terraforming Mars, on n'est pas dans la réalité, loin de là. Mais là, avec Shackleton Base, c'est vrai qu'on se rapproche plus de ce qui est plausible et ce qui devrait se faire dans les années à venir. Et on a une sorte d'immersion. Et alors en plus, en étant nous dans le domaine du spatial, c'est vrai que j'ai eu la chance de découvrir Shackleton Base avec Monsieur Lopiano lors du FIGE l'an dernier, hein, en 2024. C'était très sympathique d'être avec lui et d'avoir les explications, mais en plus maintenant, on a fait plusieurs parties et on sent cette imbrication avec l'actualité, avec l'histoire actuelle de l'aventure spatiale, et ça permet d'être beaucoup plus immersif. Moi, je trouve que c'est vraiment un bon choix. D'autant plus que dans des itérations précédentes, il y avait un côté peut-être un petit peu plus fantaisiste. Je pense aux dinosaures de Déméter, par exemple. Voilà, là, on est plus évidemment dans la science-fiction. Et c'est utiliser l'espace pour tout ce qu'il offre en termes de fantasmes, plutôt. Et c'est une évolution, nous, qu'on a vue par rapport à Sorry We Are French. Il y a cette évolution de départ qui était un petit peu de réalité, et puis on est parti un peu vers la fantaisie, et là on est venu s'ancrer dans le réel, voilà, dans le réel, dans l'actuel, et on a une véritable immersion, sachant que le programme Artemis, on en parle quand même pas mal, et on va en parler de plus en plus dans les mois et les années à venir. Le programme Artemis, il faut savoir qu'il y a eu une première mission qui était en 2022, où on a fait juste un test de capsule autour de la Lune, et normalement, si tout se passe bien, dans 2 ans, des humains devraient retourner faire le tour de la Lune avec une capsule. Alors oui, ça a été déjà fait du temps d'Apollo 8 avant les années 70, hein, donc ça remonte à plus de 50 ans, mais on ne l'a pas refait récemment, et puis c'est dans le but de préparer le retour sur la Lune d'humains, et pour faire quoi ? Pour s'y installer durablement, avec des bases pour pouvoir travailler sur place. Alors pas y rester en permanence à la Cosmos 1999, hein, mais pour pouvoir faire des missions ponctuelles sur le sol lunaire. Et donc ça, c'est Shackleton Base. Voilà. Donc, et le programme Artemis, c'est un programme qui doit s'étaler sur les 10-15 prochaines années au minimum, et qui va monter en puissance au fur et à mesure que les vaisseaux seront prêts, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la date de l'envoi des premiers hommes et femmes autour de la Lune, côté américain, et des premiers pas au XXIe siècle, côté américain. Attention qu'il y a aussi le côté chinois qui risquerait de damer le pion aux Américains. Donc là aussi, ce qui est amusant, c'est qu'on a une course entre le côté américain et le côté chinois. Mais donc la Lune, on va en entendre beaucoup parler dans les années à venir. On connaît les jeux qui s'ancrent dans des événements historiques comme Watergate, comme le match du siècle, mais c'est des événements qui ont déjà eu lieu, et là on a un ancrage dans le réel, mais qui est complètement dans l'actualité. En fait, on l'apprend avec toi, et c'est d'autant plus passionnant pour moi parce que j'y connais absolument rien. C'est un jeu qui, quelque part, on va pas dire un jeu prémonitoire, mais c'est un jeu qui est presque un tout petit peu en avance par rapport à l'histoire. C'est un jeu qui sera historique dans peut-être une dizaine d'années, puisqu'il parlera de quelque chose qui s'est déroulé. Tu parlais de Watergate, par exemple. Mais là, il annonce ce qui va se passer normalement dans les 10 prochaines années. Et donc, c'est assez amusant de voir. Alors, est-ce qu'on aura ces corporations sur la Lune ? Bon, je ne pense pas. Mais je trouve que c'est un bel ancrage. Et puis, je suis curieuse de voir comment ça va se passer dans le futur. Marie-Ange, cette expertise que vous avez de l'espace, des fois, les éditeurs s'en abreuvent pour être sûrs de pas faire n'importe quoi avec cette thématique. Vous avez notamment vérifié les cartes de SETI, par exemple ? Oui, tout à fait. On a collaboré avec Yellow pour SETI, c'est-à-dire qu'on a vérifié l'intégralité des cartes au niveau de la traduction pour être sûr qu'il n'y ait pas de contresens, parce que ça peut arriver, hein, et c'est important d'avoir la bonne phraséologie pour les bons mots
dans le domaine de l'astronautique, mais on avait fait la même chose avec Stellar et à la recherche de la planète X avec Origames, avec Skymans chez Super Meeple. Donc en fait, dès qu'on le peut, on propose notre expertise auprès des éditeurs de jeux de société afin de les aider à être au plus juste dans les termes qu'ils vont utiliser, à la fois dans la traduction, ou même des fois quand c'est de la création pure, quand c'est pas de la localisation, on est là pour les aider, pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème. Donc on fait ça de plus en plus. On met notre savoir à leur disposition. Et c'est vous qui leur proposez spontanément de faire ça et vous les aidez bénévolement par amour de l'espace et de la justesse des termes employés? Oui, tout à fait. C'est pas bien de dire ça, mais c'est vrai qu'on fait ça totalement bénévolement depuis plusieurs années. En général, c'est quand on passe lors des salons qu'on aperçoit un proto, ou alors maintenant, comme on connaît beaucoup les éditeurs, certains auteurs, quand on entend parler d'un jeu sur l'espace qui va sortir, on leur dit « N'oubliez pas, on est à votre dispo si vous avez besoin ». Par exemple, sur le cas de SETI, c'est lors du salon de Vichy, où quand on a vu, il n'était pas encore traduit, pas totalement traduit, on a proposé à Yellow de vérifier les cartes, de donner un coup de main, et ils nous ont pris au mot, on a reçu toutes les cartes à vérifier la traduction, corriger, quand il y avait des petites anecdotes, etc., pour que ça soit au plus juste. Donc on fait ça totalement bénévolement, pour que ça soit au plus juste. On sait que dans notre domaine, dans le domaine spatial, il y a énormément de joueurs. Et on sait aussi que quand on utilise les bons termes, des joueurs qui sont du milieu vont apprécier que ce soit les bons termes qui sont utilisés et qu'on ne raconte pas n'importe quoi ou qu'on n'utilise pas une mauvaise illustration. Parce que ça peut discréditer un jeu. Donc si on peut éviter d'avoir ce genre de couac sur un jeu, on le fait bien volontiers. On arrive en 2024, le gros morceau c'est évidemment Shackleton Base, un jeu qui vient de gagner au moment où on tourne l'Expert Game Award, un jeu de Fabio Lopiano et Nestore Mangone, un jeu assez fou parce que assez tentaculaire dans ses modules, c'est vraiment extrêmement ambitieux d'avoir un Eurogame avec 7 modules différents. D'habitude les modules on voit ça dans des extensions, ici ils sont carrément intégré au jeu de base. Moi, de loin, quand tu me pitchais le projet, je me disais « Waouh, ça a l'air vraiment extrêmement casse-gueule ». Et puis, quelle bonne surprise après de découvrir le jeu et de voir que les modules que l'on va intégrer sont extrêmement faciles et fluides à intégrer. Vous avez énormément bossé, je pense, éditorialement, pour que, en un feuillet recto-verso et en un paragraphe de règles, on arrive à injecter le module et ça permet, moi j'ai beaucoup dit que s'il fallait acheter qu'un seul Eurogame en 2024, pour moi c'était Shackleton Base parce que c'est probablement l'Eurogame sur le marché actuellement l'un des plus rejouables et le plus personnalisable également. Alors, raconte-nous le travail de développement de ces modules. Est-ce que les auteurs sont venus directement avec ça? Est-ce que c'est un jeu plus gros que vous avez découpé? Comment ça s'est passé? Fabio vient nous voir à Cannes en 2023, sous recommandation de notre collègue Flavien qui gère Hachette Board Games UK. Fabio habitait à Londres après les retours à Milan, d'où sa collaboration avec Mandela sur Sankoré et la suite. Donc il va souvent en Angleterre et donc il se retrouve à une table et Flavien lui dit tu devrais aller voir Soif, ils aiment bien les gros jeux et l'espace aussi, etc. Donc il nous contacte, on se voit à Cannes, etc. Moi j'avais lu le projet, c'était déjà... Alors à l'époque il y avait 4 corpos au setup, c'était comme ça qu'on a testé au début, et ils en avaient 7 je crois. On se met à travailler mais le jeu n'était pas vraiment un plafond d'ouvrier. L'idée des meeples de couleurs existait mais les rouges étaient des jokers en fait. Toi tu achetais... Ils étaient jokers, les jaunes pouvaient construire, les bleus pouvaient acheter des cartes et les rouges faisaient l'un ou l'autre mais c'était des zones de jeu en fait. Tu te plaçais dans la zone de jeu d'une corpo. Soit tu construisais pour cette corpo, soit tu achetais une carte de cette corpo. Et il y avait une sorte de fil. Et du coup, si tu jouais un rouge, il était joker, mais tu payais une pièce par meeple avant. Donc tu te disais, j'ai des jokers, est-ce que je suis flexible? Et c'était un peu lourd. Et après, on s'est rendu compte qu'avec 4 corpos, le problème, c'est que tu jouais avec 2,5, quoi.
Donc t'en délaissais, chacun était dans son coin, et en fait en retirant une corpo, déjà ça faisait moins de règles au début. Et ce système de meeple n'était pas assez clean. Alors les Italiens bossent beaucoup ensemble, ils se voient beaucoup sur les salons, etc. C'est Daniele Tacchini qui a donné cette idée de tu te places où tu veux, tu fais ce que tu veux avec un meeple, mais tu auras un bonus si tu mets la bonne couleur. Et du coup, tu as ces 3 zones un peu de jeu où si tu te mets autour du cratère, c'est exclusif la couleur. Si tu te mets sur la zone de placement d'ouvriers pour faire les actions principales, tu n'as qu'un seul bonus si tu as la couleur. Et si tu vas dans la zone du portail lunaire, là, ça reste peu importe le meeple. Donc, c'est différents niveaux de précision sur le meeple à utiliser. Donc ça a pris pas mal de temps. Au début, on a essayé on faisait pas mal de choses. Je me rappelle le montrer à Stéphane, justement, de l'EG. On avait 1 à 2 fois par an, on se voit. Je joue à beaucoup de joueurs belges et d'éditeurs belges qui sont là-bas. Donc on joue à ça. Il y a Dimitri Perrier aussi. On joue et là, il casse le jeu. Enfin, ça va pas. J'explique. Parce qu'en fait, j'avais dit aux auteurs, laissez-moi quelques parties pour digérer le truc. Et à partir d'un moment, je vais dire plus de choses. Je serai plus compétitif dessus, etc. Et je commence à dire, c'est pas assez tendu. J'ai l'impression de faire ce que je veux. On finit un peu le jeu trop vite. C'était la sensation de finir le jeu. Un peu comme récemment à Minos, où à la fin de la manche 3, tu as posé tous tes bâtiments, tu dis à quoi sert cette manche 4 ? C'est pas ça qu'on veut arriver dans un jeu, on veut être surtout un jeu expert. Tu veux te retrouver confronté face à ce que le jeu te propose et pas dérouler très vite, quoi. Ça m'a permis d'avoir du poids ou de la légitimité dans ce que je disais, parce que c'est vrai que là, ce sont des auteurs qui n'ont pas forcément l'habitude d'être secoués autant ou d'être contestés autant. Et donc il a fallu que j'arrive avec aussi du background, enfin avec suffisamment de légitimité et de feedback de gens en qui j'ai confiance et voilà, 2 personnes qui gèrent un prix, etc. en disant là il y a des problèmes, regardez. Et j'aurais dit maintenant si on continue de faire ça, je vais gagner toutes les parties parce que je sais comment il faut faire. Donc on a mis du temps, l'économie était un peu trop relâchée, il a fallu confronter ça, changer de système. Donc ça a duré jusqu'à la fin de l'été. On avait déjà changé de système. À l'époque, il n'y avait pas encore cette piste de réputation qui montait. Il y avait toujours de l'argent. J'avais joué avec Arnaud, je crois, de Meeple on Fire. Pareil, on avait déchiré le jeu. C'était facile, quoi. Donc, c'était pas assez tendu. Encore un moyen de prouver. Et de dire, voilà, c'est comme ça que ça doit être. Il faut écouter parce que là, c'est trop simple, quoi. Donc, c'est pas... Alors, il était assez réceptif, mais ils avaient besoin de preuves. Tu vois. Et puis à fur et à mesure de la collaboration, c'était pas du tout des personnes qui contestaient tout, c'était plutôt on veut être sûr, quoi, c'est normal. Donc on a passé pratiquement 1 an dessus sur le développement. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'au début on essayait toutes les corpos un peu n'importe comment. Et le problème de ça, c'est que tu sais pas t'appuyer sur un socle. Tu es toujours dans des sables mouvants. Donc à un moment, on s'est dit, testons la même config, qui sera la config de départ. Parce que quand tu identifies un problème, tu sais pas d'où vient le problème exactement. Exactement. Faisons comme si le jeu c'était les 3 corpos recommandés. Ouais. Et on va tester comme ça pendant des mois. Enfin, oui, voilà, c'est ça. On jouait à 1, 2, 3 fois par semaine sur Tabletop. On n'a jamais joué ensemble au jeu. Enfin, oui, Fabio 1 fois. Mais Nestoré, par exemple, je l'ai jamais rencontré. Il est dans son coin. Fabio est beaucoup plus itinérant. Il va sur les salons, etc. Nestoré dans ses montagnes ou dans ses... il bouge un peu en Italie. Mais à un moment, il était dans les montagnes. Et je crois qu'il a bougé. Mais Fabio est plus souvent là, il est venu 1 fois ou 2 au bureau, donc on a pu faire une partie ensemble. Mais c'est vrai que c'est très, très spécial de jouer tout le temps sur Tabletop, c'est déshumanisé en fait. Tu es là, tu es sur Discord, tu parles et tu n'as pas ce lien physique. Alors tu l'as avec les testeurs ou testeuses, comme par exemple Noémie et Katia qui habitent dans la même ville que tu as reçu il n'y a pas longtemps. Ce sont des personnes qui ont joué à Shackleton quand il y avait 4 corporations. Dès le début, elles y ont joué. C'est plus intéressant de voir aussi les comportements de tes joueurs et joueuses autour. Donc ça a pris du temps. On a poncé la config de base et après, on est reparti sur les autres. Parce qu'évidemment, quand tu as 7-8 modules, tu as envie de les essayer tout le temps. Tu dis, j'en ai marre de celui-là. Et celui-là, là-bas, les plantes, là, j'ai envie de jouer avec. L'astéroïde, quand est-ce qu'on joue avec ? Mais on a dit, non, on garde. Ça nous a pris peut-être 1 mois ou 2. Enfin, vraiment passer beaucoup de temps sur la même. On est sûr. Ce qui n'empêche pas de revenir après, mais ce sont des détails légers qui permettent de gérer tout le core système. En fait, l'idée, c'était vraiment d'avoir un jeu de base qui n'est pas si complexe en termes de... C'est un core système, mais qui ne fonctionne pas tout seul, et tu es obligé de lui brancher des add-ons, 3 add-ons, pour que ça fasse un jeu. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait, en fait, en termes d'Eurogame. C'est-à-dire que tu as une sorte de... T'as ta console, mais il faut lui ajouter les cartouches, à l'époque, on est vieux, ajouter les cartouches, mais il faut ajouter des choses pour jouer, quoi. Du coup, quand tu regardes la règle de base, je crois que ça fait 10 pages. C'est pas la folie, et après tu rajoutes les modules. D'où l'idée aussi de conseiller des modules simples. On peut croire que le module Moon Mining est chiant, pas très intéressant, etc. Mais il est là pour le début, tu le retires après, c'est pas grave.
Et en plus, ces cartes sont très intéressantes, donc c'est pas grave si évidemment remplir la navette, c'est un peu dull, enfin, on a l'air un peu chiant, quoi. Derrière, ça sert le jeu pour moi, la config la plus marrante, c'est celle avec l'astéroïde, les fermes et tout Mars. Là, c'est que 3 corpos basés sur l'area control, dans un jeu extrêmement violent à ce niveau-là. C'est assez cool. Il permet aussi d'adapter ton niveau d'interaction. Tu veux jouer un peu tranquille, tu joues avec les contrats, tu joues avec les touristes. La config de base. Et après, tu veux que ce soit la guerre, ça existera aussi, quoi. Mais il faut changer de config. En termes de développement, c'est vraiment un grand défi. C'est inédit. C'est presque comme développer un jeu et son extension en même temps. Oui, voilà. Oui, il y a même un plan en me disant ce serait marrant de sortir le jeu avec 7 corpos, puis on en sortir une boîte directe avec 3. Comme ça, on sort tout. C'était un peu surréaliste, enfin, irréalisable. Et on s'est dit, on verra après. Évidemment, on discute. Ils avaient une autre corpo avec des meeples, mais on s'est dit, on ne met pas les deux, parce que ça fait 2 corpos avec des meeples dans la même boîte. Comment les joueurs vont appréhender le fait de gérer des meeples, 2 types de meeples dans leur jeu de base, ça fait un petit peu aussi feignant. On la retire. Elle sera dans l'extension. On en a une autre avec des bâtiments que tu construis toi et qui ont des formes bizarres, genre 4, 5, ou des trucs bizarres à poser dans les... Mais qui sont des bâtiments... pas de ta couleur, mais que tu contrôles un peu, mais qui donne des bonus un peu à tout le monde, donc en passif. C'est une corpo qui permet de s'étaler beaucoup plus. Son action spéciale, c'est de pouvoir construire des bâtiments à nous en plus de l'action construire. Donc tu étales encore plus. Là, c'est vraiment une corpo qui étale l'étalement urbain, il y en a encore plus. La troisième, c'est un peu différent. Donc creuser des tunnels sous terre, ça fragilise le jeu. Tu luttes plus avec le jeu parce que tu mets en danger tout le cratère. Au fur et à mesure, on crée des corpos, on en retirait d'autres. On se dit, on a telle idée. On s'est dit, on gardera pour après. Le jeu permet tellement de choses. C'est un bac à sable, mais pas du tout de façon péjorative, mais dans l'ouverture qu'il te donne, dans les façons d'expérimenter, etc. Et c'est assez vertigineux. Moi, je suis vraiment agréablement surpris que le jeu ait réussi à se trouver une place sur le marché du jeu expert, qui n'est pas toujours évident, parce que vraiment, ça peut faire peur. On sait qu'on est dans une ère où les gens ne rejouent pas toujours au jeu. C'était une manière de forcer à le faire, en fait. En fait, on s'était dit, les joueurs vont forcément faire 3 parties du jeu. Tu es obligé de faire 3 parties pour voir tous les modules. Enfin, c'est pas vraiment des modules, mais toutes les corporations. Parce que les modules, c'est optionnel, on va dire, et là, tu es obligé de jouer avec. Après, je disais que Galileo, c'était le développement le plus long, mais le plus difficile, c'était peut-être celui-là, mais il s'est fait de manière très courte. Aussi parce que j'ai travaillé avec 2 auteurs très habitués à ça, en fait, tout simplement. Donc on s'est chacun aidé, en fait, et m'ont aidé à voir les choses d'une certaine façon, mais moi j'ai amené mon exigence. Il n'avait jamais été confronté à autant de développement. Une personne qui renvoie dans les cordes à ce moment-là aussi, qui n'est jamais satisfaite. Ils ont fait d'autres jeux ensemble, il suffit de voir un peu la différence en termes de jeux pas finis. Tous les éditeurs n'ont pas quelqu'un à temps plein aussi, donc c'est normal s'ils avaient Là, ils ont la chance aussi d'être chez Soif, c'est que sur certains projets, je suis à temps plein pour faire du dev, quoi. Mais on peut citer un autre jeu qu'ils ont fait, c'est Autobahn chez Alecat, et c'est un jeu qui, je pense, avait un bon potentiel, mais qui n'a pas été suffisamment développé, c'est évident. Ça demande du temps, ces jeux-là, on n'y peut rien. Ils m'ont dit on n'a jamais allé aussi vite entre la signature et la sortie d'un jeu, mais on a vraiment fait que ça, c'est... Vraiment à fond, on envoie des messages tout le temps, des commentaires dans les documents, du WhatsApp, à n'importe quelle heure. Enfin, j'ai cette idée, qu'est-ce que tu en penses? Ça ne va pas. Photo de situation, regarde, il y a un problème. Quand tu as un jeu avec nous, tu sais que tu vas être, en tant qu'auteur, tu vas être pris en charge et on va y aller, on va prendre le temps pour améliorer le plus possible. Ouais. Le plus gros challenge, même éditorial, c'est-à-dire que éditorialement, c'est comment tu sors le jeu. Il faut forcément les boîtes, etc. Comment... Parce que oui, c'est vrai. Si le jeu est loin à setup, t'as pas envie de jouer. Si c'est son plastique... c'est mort. On n'est pas trop pour les thermoformages, pour le côté plastique, tout ça, on essaie de réduire, on en met très peu dans nos jeux. Donc c'est aussi un défi éditorial, des cartes dans tous les sens, du texte pour expliquer chaque carte. On ne peut pas faire les cartes en Icono, là, il y a beaucoup trop. Au bout d'un moment, les collègues à la prod, c'était un peu long, un peu dur, parce que repasser, il y a tellement de textes, tellement de choses à revoir, des codos pour être sûr qu'à la fin, ça use. Mais voilà, entre Darwin et ça, je pense que ce sont les projets qui nous ont fait step up en termes de précision et de perfectionnisme, qui fait qu'en ce moment, là, on a des jeux plus simples et on a l'impression d'être en vacances un peu. Enfin, tu sais, c'est un peu... Quand tu apprends, c'est dur, mais après, quand tu as un projet plus simple, tu respires et tu le fais de manière... Alors que peut-être 2 ans avant, il t'aurait paru complexe, ce projet. Alors finalement, il est beaucoup plus simple par rapport à ce que tu as fait avant, ou tout simplement ton expérience aussi. Et alors, on l'a dit, Shackleton a trouvé son public pour un jeu expert. Ça reste
des succès Oui. qui ne sont pas aux mêmes échelles que les jeux plus grand public. Non. Mais du coup, les auteurs avaient déjà énormément de matière et vous travaillez sur une extension. Oui, ça sortira au printemps l'année prochaine. Je suis là en train de tester. On travaille tous les lundis. D'habitude, c'est le matin, mais la prochaine session, c'est l'après-midi. C'est vrai qu'à chaque fois, le dimanche soir, je me dis, bon, demain à 9h, je dois jouer à Shackleton Bay sur Tabletop. Ça fait un peu mal. Le matin, au petit déjeuner, je suis avec ma femme et je fais, bon, dans une demi-heure, là, je vais mourir. Puis des fois, en fait, je lui envoie toujours une photo. Je fais, regarde mon travail. Elle fait, oh, lundi matin. Mais c'est la petite blague qu'on a entre nous du lundi. Mais c'est la petite habitude aussi. C'est sympa. J'aime bien avoir les petites habitudes. Le lundi, on fait ça. Et puis, on s'envoie des petits messages. Attends, j'ai une idée, vas-y, je change la carte, on essaye lundi, c'est fun, ça va être dedans, quoi. Mais ouais, extension avec 3 corpos. Oui, les joueurs vont forcément vouloir jouer avec les 3 d'un coup, ils vont souffrir, parce que ça va être très dur de monter sur ta piste de réputation maintenant. Il y a 2 corpos qui te mettent en galère pour monter sur cette piste. C'était une volonté que cette piste soit facile à grimper. Tu te dis d'habitude, les pistes dans les Eurogames, c'est dur, je dois lutter. Non, celle-là, c'est plutôt la vitesse à laquelle tu la grimpes qui va avoir un impact sur ton jeu. Et tu vas forcément arriver au bout. C'est pas le... Mais là, maintenant, non. On va dire, ok, maintenant vous avez intégré ça, maintenant avec l'extension, ça va être plus difficile à ce sujet. Et c'est vraiment 3 corpos, point barre, ouais, pas d'autres ajouts sur les autres corpos, pas de... Moi, j'aimerais bien que Moon Mining, justement, change. C'est-à-dire que tu fais une tuile, tu sais, c'est une forme de navette, là. Bon, on change la navette à chaque manche, il y a des effets différents à chaque fois. Donc ça, c'est un truc, Nestor, il est ok, Fabio est plus rigide. Il dit, ouais, mais c'est une corpo de départ. Oui, ils peuvent avoir très bien 3, la garder, mais ils ont 3,5 nouvelles corpos. C'est cool. Oui, en même temps, si à vérifier. Tu achètes une extension, tu sais déjà que tu as déjà quelques parties au compteur, non? Non, mais le joueur, il a l'impression d'avoir 4 corpos, du coup, tu lui changes celle qu'il pense elle être la moins fun, tu vois, enfin, c'est la moins intéressante. Là, il suffit juste de changer les effets et de proposer des choses un peu bizarres. Oui, peut-être un 5e leader à voir, parce que je crois que c'est l'Arabie Saoudite qui a rejoint le projet, enfin, un truc comme ça. Peut-être, moi, j'aimerais bien voir, tu sais, comme ils ont fait pour Ark Nova, rééquilibrer des cartes, des choses comme ça. Si tu penses qu'il y a des problèmes dans le jeu de base, tu peux te donner la possibilité dans l'extension de corriger un petit peu. Pourquoi pas, si on repère des choses, ça peut être changé très vite, c'est léger. Une carte forte, on la rend un peu moins forte, c'est ok. Pour être tout à fait complet, on va terminer 2024 avec quelques jeux sur lesquels tu n'as pas travaillé directement. Hein. Non, oui, parce que j'ai eu un bébé, j'ai réduit mon temps de travail, et il y a des projets sur lesquels j'ai pas pu travailler, ou beaucoup moins. Et surtout que Shackleton prenait du temps, donc les projets plus simples étaient gérés par le reste. Même si sur les traces de Mercury, j'ai travaillé dessus, mais les autres vraiment beaucoup moins. À tel point que je connais pas vraiment les règles, pour être honnête. Voilà, avec un bébé, tu es un peu obligé de lâcher l'affaire si tu veux du temps pour lui, tout simplement. C'est ça, donc on a sur les traces de Marie Curie, qui est la 2e itération dans la gamme de Darwin, qui se joue avec une tour à cube. Tu le disais, c'est l'idée d'initier à chaque fois les joueurs à une mécanique différente. Donc là, on est sur de la transformation de ressources. Moi, c'est un jeu, c'est pas un secret, hein, la critique est dispo sur la chaîne, que j'ai pas apprécié, que je trouve moins efficace que sur les traces de Darwin. Vous avez aussi fait un jeu de communication limitée, mais beaucoup plus grand public que Greenville autrefois. C'est Mind Map en coédition avec Funny Fox. Exactement, parce que ils avaient vu le jeu en même temps. Donc, comme ils voulaient le faire, ils l'ont fait tout simplement en même temps. Il me semble que ce sont les mêmes auteurs que Odin. Ah oui, ils nous ont pas donné le bon jeu. Ils auraient dû nous donner l'autre. Mind Map, qui est un jeu où on se fait deviner des choses avec, en plaçant des jetons sur une petite... oui, c'est ce que tu ressens, une sorte de jeu de jaugeage. Voilà, donc on est sur un jeu qui a des filiations avec longueur d'onde, avec Profiler. Dans cet univers... ouais, voilà, on est dans cet univers de jeu-là. En 2024, on a aussi une proposition assez originale, c'est 365 le donjon. 365 Aventure et la première déclinaison, c'est le donjon, mais on a déjà appris qu'il allait en avoir d'autres les années suivantes, qui est un jeu sous forme de calendrier, où la proposition, c'est de faire un petit lancer de dés façon Yams tous les jours de l'année, et de faire progresser son petit aventurier. Et je t'ai raconté qu'au début de soir, je suis allé en Corée pour bosser sur un projet et que j'ai découvert Ganymede. En fait, ce projet, c'était du même auteur, Djouali, qui avait déjà un jeu de calendrier, mais beaucoup plus profond, où tu faisais des quêtes, c'était plus compliqué. Donc, au cours des années, il a maturé son
son gameplay pour le faire dans une beaucoup plus, en trouver la quintessence de manière beaucoup plus simple, 1 minute par jour, qui a une sorte d'ovni. C'est presque plus un objet de table à garder, à mettre à ton bureau ou à côté de ton ordinateur. Et ta partie dure 1 minute tous les matins. C'est plutôt un accompagnement. Tu peux écrire des petites choses sur ton calendrier perso. C'était pour proposer autre chose, comme quoi on fait. Je le redis, mais on fait vraiment des choses différentes. Oui, ça fait vraiment un grand écart, mais ça a trouvé son public. Moi, j'ai vu beaucoup de gens y jouer, et ça fait un fil rouge tout au long. Oui, c'est un défi aussi pour... après, il faut se motiver pour faire quelque chose dans 1 an, mais c'est un peu comme les bonnes résolutions du début d'année. Est-ce que je vais garder le plaisir, l'envie et si tu rates une semaine parce que tu es parti en vacances, tu peux refaire tes 7 jets de dés en 10 minutes lundi quand tu retournes chez toi ou peu importe où tu as mis ton calendrier. Donc là, oui, il y aura un nouveau pour 2026 de Donjon et un autre basé Lovecraft. Ce sont ceux de 2026. Donc ce sont des choses qui doivent être travaillées très en amont parce que ça doit sortir qu'à une période précise de l'année parce que les joueurs doivent commencer le 1er janvier. C'est pas mal de commencer le 1er janvier aussi parce que c'est un jour férié, tu es encore un petit peu en vacances souvent. Donc ça te met dedans et après tu peux prendre un petit peu l'habitude au bout de 3-4 jours que tu as fait ça. Sachant qu'il y a un mini côté Legacy parce que tu vas débloquer un peu des... Ça reste très léger, hein, mais des nouvelles règles, des nouveaux monstres à combattre. Oui. Etc. Alors Mathieu, on a fait le tour de votre ludographie de 2018 à 2024. On arrive maintenant... C'est le moment d'avoir des spoilers. Voilà, on arrive maintenant à... Tout le monde a scrollé jusque-là pour avoir des annonces. Ça fait plus de 2 heures qu'on essaie d'avoir tes infos. Ça y est, ça y est. En 2025, qu'est-ce qui arrive? Il y a des choses que vous avez déjà annoncées. On va peut-être... on a l'extension de Darwin qui sort en 9 mai. On a aussi Codo Berlin 63, qui est un jeu pour... de Johan Roussel et Léandre Proust qui arrive chez nous. Il y a Leaders qui est sorti chez Studio H, donc c'est un peu dans ce genre de jeu placement tactique, bluff, te déplace sur une map type quadrillage. On a tous les mêmes personnages, mais ils sont... tu peux dire je fais le pouvoir de un tel, mais ton adversaire ne sait pas si c'est vrai ou pas. Ah, donc, un peu à la mascarade. Oui, voilà, et tu te fais éliminer si t'as faux, si etc. Donc ça mélange autant la gestion tactique sur une map que le bluff, parce que c'est à toi de jouer avec ton équipe. Tu es obligé d'avoir la personne qui doit être vaincue dans ton pool de persos, mais tu dois l'entourer du reste de l'équipe, et tu te fais éliminer tes persos, et soit quand tu te fais éliminer ton boss, soit un certain nombre tu as perdu. Et ça sort pour Paris ludique. Et donc on avait choisi de faire le thème époque Berlin, parce qu'on s'est dit à la base c'était un jeu avec des super-héros, tout ça, mais il y en a beaucoup. Enfin, chacun avait un pouvoir, imagine Spider-Man, machin, évidemment pas cela. Et on s'est dit, tiens, époque un peu... on est plutôt dans le bluff, essayer de démasquer l'autre, donc plutôt espionnage. Et qui dit espionnage dit Berlin dans les années 60, qui était quand même le terrain privilégié de l'espionnage dû au fait que c'était une ville en plein milieu de la lutte Est-Ouest. Et le postulat de départ, c'est quand Kennedy dit je bin ein Berliner, c'est un code. Et là, tous les agents tous les agents pensent que c'est le moment d'agir. Un univers un petit peu différent de ce qu'on peut attendre aussi pour ce genre de jeu. Et puis un jeu sur lequel tu bosses de manière un peu plus rapprochée, je pense, c'est Kingdom Crossing. Oui, exactement. Ça, c'est un jeu des auteurs de Zongo, donc Marco et Stefania. Là, c'est une création originale, cette fois qu'ils m'ont montré Essen quand Zongo est sorti. Je pouvais pas refuser, du coup, enfin, c'était obligé. Non, mais c'était un jeu basé sur le problème des 7 ponts de Königsberg. C'est la ville de Königsberg, donc, qui était la capitale de la Prusse à l'époque, qui est Kaliningrad maintenant en Russie. Une configuration, donc une ville avec un petit fleuve qui traverse et des ponts. Et en fait, il y avait 7 ponts principaux dans cette ville, et il s'est posé la question de si on pouvait emprunter tous les ponts au cours d'un même trajet sans jamais repasser par le même. Et le mathématicien Euler habitait dans la ville et a démontré que ce n'était pas possible, mathématiquement. Et c'est ce qui est à la base de la théorie des graphes aujourd'hui, donc il y a une discipline, théorie des embranchements, etc. Donc évidemment, eux arrivent avec un prototype, avec des nobles prussiens à rencontrer, etc. Je fais, oh là, ça a l'air cool, hein, mais on va devoir changer le thème, parce que là, ça va être compliqué. Vous avez mis des d'autant plus que d'autant plus que maintenant, c'est Kaliningrad, donc avec le contexte, il y avait déjà la guerre en Ukraine, enfin c'est encore plus compliqué, la russophobie, là, c'est un peu plus tendu. J'ai mon Ganymède version russe avec ma photo dessus, il nous avait fait je l'ai là. Mais c'était à l'époque où ça allait. On pouvait le dire. Je le dis en fin de vidéo, comme ça vous avez pu regarder. C'est un jeu d'expert mais d'entrée de gamme, tu vois, enfin, une sorte de catégorie d'un château blanc. C'est un super Ganymède. Il y a aussi du développement en matrice avec tu récupères des cartes. Tu te balades en fait. Le thème maintenant le retranscrit en la reine de la forêt, qui est une castor, aime bien se balader dans son royaume, mais ça l'embête de repasser par le même pont.
Donc nous, on joue des architectes et castors, et on doit aller se balader dans la forêt, rencontrer des animaux des différentes guildes pour accumuler des ressources, etc. Alors, il n'y a pas de ressources physiques à part juste l'argent, sinon ce sont des marqueurs qui progressent. Sur le plateau, on ne peut pas les perdre, mais qui représentent un peu, en fin de partie, on dit, bah voyez, regardez Majesté, on a accumulé, maintenant on peut construire le pont ensemble. Donc les principes, c'est qu'on le jeu va jouer en 4 manches de 4 actions. Tu as des petites tuiles actions, que tu en as 6, et tu en places une de gauche à droite de ton plateau pour indiquer que tu l'as fait, et ça te dit combien de ponts tu dois emprunter, en plaçant des petits marqueurs. Et tu arrives forcément dans un quartier et tu dois interagir avec un des personnages qui s'y trouve, tu dois le payer, il va te donner des cadeaux, et tu vas le glisser dans une des 5 colonnes de ton plateau qui correspondent aux 5 guildes. Donc imagine, comme Ganymède, tu classes comme ça. Et au début de chaque manche, tu auras des revenus selon le nombre de cartes que tu as dans chaque guilde. Donc un animal va te donner un effet tout de suite, mais aussi en fonction de sa guilde, un revenu, à toi de faire ça au mieux. On a voulu faire oui, c'est un engine builder, pas trop complexe. Interaction indirecte, plutôt des courses. Ouais, il y a des courses. Oui, il n'y a pas d'interaction directe, mais si je peux te dire que si tu veux, je vais chercher ta carte. Parfois, il y a un système un peu comme à la Rococo, où tu passes ton tour pour aller prendre la carte reine de la manche, et le premier joueur, c'est une carte qui va aussi dans ton jeu, mais tu n'empruntes pas de pont. Le jeu te récompense pour emprunter beaucoup de ponts dans une manche, en fait. Mais tu te bloques au niveau des passages parce que tu ne peux pas repasser là où tu es passé. Il y a des cartes qui vont te donner des ressources selon le nombre de ponts que tu as passé. Donc si tu le fais en début de manche, il vaut mieux prendre ta carte qui fait avancer 3 ponts d'un coup. Mais derrière, ça fait beaucoup de blocage. Donc pareil, tu marques des points en fin de manche selon le nombre de ponts que tu as passé. Enfin, tu marques des points. Si plus tu as emprunté de ponts, plus tu marques des points. Mais c'est un vrai blocage. Normalement, tu ne peux pas emprunter 7 ponts. Mais tu as 7 marqueurs parce qu'il y a un moyen de tricher contre Euler. Il y a une petite montgolfière qui te permet de te téléporter, mais moyennant piécette, pour te relocaliser et repartir. Donc tu peux placer tes 7 marqueurs, donc Euler avait tout faux. Mais ouais, l'idée c'était de faire quelque chose à 37 €, très bien produit, c'est quasiment le prix de Darwin, il y a encore plus de matériel dans la boîte. Et quelque chose de plus accessible, c'est parce qu'en ce moment les jeux experts vraiment chers, c'est plus compliqué internationalement. Je parlais même avec David de Devir, qui est responsable éditorial, il disait que là, à Nuremberg, c'était plus compliqué. Il a toujours ses partenaires, mais il sent que c'est plus compliqué de convaincre. Même les auteurs italiens ont tendance à faire des jeux un peu plus simples en ce moment. Pas tous, hein, mais ils considèrent ça, parce que c'est plus compliqué. Il faut s'adapter, ça ne nous empêche pas de faire quand même du jeu un peu expert, in-house, mais il faut s'adapter à la demande aussi des joueurs et minimiser le risque. Oui, puis après Shackleton, qui était vraiment assez c'est ça, élevé, sinon ensuite... Tu peux redescendre un peu, tu peux pas... Oui, après Shackleton, on aurait dû engager Vital Lacerda pour faire quelque chose, là, c'était... 2026. Est-ce que j'ai le droit de spoiler des trucs? Bah oui, bon, je vais parler de l'extension de Shackleton. On va avoir un jeu de Pierrick et Renaud Libralesso et Yoel Sayada, qui sera un jeu pour 2. Et je peux juste vous montrer le dos des cartes, comme ça. Voilà, il y a des chats, des scorpions, des requins et des pandas. Mais voilà, un jeu pour 2 qui sortira en début d'année, ou enfin, dans un an à peu près. On termine les réglages, etc. Et chaque joueur joue un animal, et ils ont un peu chacun leur gameplay. Donc c'est vraiment c'est asymétrique sans être hardcore, hein. Ça reste initié plus, propice aussi à de l'extension. Tu peux faire des petits boosters ou une extension avec d'autres animaux, etc. selon le succès et la réception du jeu. Et après, on fera une nouvelle édition d'un jeu d'Istari. Donc là, ouais, on est sur un horizon SN 2026. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est en travail. Ça prend du temps aussi. Ce sont des projets qui prennent du temps. Donc on est vraiment sur une année sur 2, une édition d'un ancien jeu, sachant que le jeu d'après, je commence à travailler dessus, c'est l'auteur de Ganymède. Il revient pour 2027, en tout cas chez nous. Donc, mais pareil, là, ce sera un nouveau jeu. Donc l'alternance se fait complètement au hasard, hein. C'est pas du tout prémédité. On prend les jeux qu'on a envie. Je peux pas vraiment dire plus. Il y a certainement d'autres choses, mais je m'en rappelle plus du tout. Et c'est déjà pas mal en termes de spoiler. Oui, on est enfin, pas spoiler. Je reste vague, hein, mais c'est plutôt... on fait vraiment des choses variées. Si on faisait toujours la même chose, on s'ennuierait, je trouve. C'est important de varier. Donc, alors oui, on fait des gros jeux, mais on en fait des jeux famille en même temps. C'est pour ça que je disais que l'année 2023, c'est ma préférée, parce qu'on commence par un jeu à 2, donc Gozo X, vraiment niche, expert, etc. On enchaîne sur un jeu hyper familial avec Darwin. On fait l'extension de Iki avec Agebono, donc une extension d'un jeu qui a bien marché. Et après, on sort le gros Eurogame avec Zango. Tout est différent, quoi. C'est
c'est une année, enfin en tout cas les années d'avant qu'on menait à cette année-là étaient pour moi fun parce que tu bosses sur Darwin, le lendemain tu es sur Zango. Enfin c'est assez cool quoi. Tu n'as pas de lassitude, je fais que de l'euro, je fais que du jeu famille, j'aimerais bien faire un truc un peu plus mythique quoi. Ou alors je me prends la tête avec un Eurogame, ça fait du bien d'avoir de l'immédiateté aussi. Travailler avec l'équipe, travailler sur des univers différents, du matériel différent, c'est aussi important quoi. En restant évasif, l'Istari sur lequel vous travaillez, là aussi on est sur une vraie V2. C'est-à-dire que tu m'as montré ce sur quoi tu travaillais. On est vraiment sur un jeu qui a vraiment une nouvelle mécanique par rapport à la base existante et que vous poussez ailleurs. Oui, complètement. Il n'aura pas le même nom. Enfin, il n'y a aucun intérêt. Ni la même thématique. C'est ça, c'est un système de jeu qui est transposé d'une autre manière, on va dire. Mais voilà, c'est plus qu'une réédition, c'est même une nouvelle, c'est un jeu différent. C'est comme si, c'est même plus que si tu faisais Endeavor et Endeavor Eau Profonde. Tu vois, ça va plus loin que ça, je pense. Même si déjà, quand tu joues à Endeavor Eau Profonde, tu as l'impression de jouer vraiment à autre chose avec un même système. Ça va un peu plus loin, d'où l'idée, je ne pense, de ne pas mettre le nom. Enfin, de changer il faut en trouver un autre, c'est un nouveau jeu, tout simplement. Donc je dis que c'est un ancien Istari parce que c'est vrai, tout simplement, et que c'est parti de là. Mais en fait, le travail a évolué vers ça, vers des choses vraiment plus différentes, quoi. Donc, de toute façon, les joueurs le verront que ça ressemble à un autre, il y a le même système à la base, quoi. Et tu disais oui, bien sûr, avec la personne, là où les auteurs, les auteurs qui ont travaillé. Bien sûr, c'est même c'est plutôt une volonté on va dire des designers. C'est plus pratique à dire d'utiliser le mot anglais comme ça. On ne sait pas. Des designers qu'on voit pas assez souvent et que c'est cool de voir revenir grâce à vous. Tout à fait. Surtout pour une ou des personnes qui ont révolutionné le jeu de société via un autre jeu. Voilà, j'ai gratté tant que je pouvais pour avoir des infos. Ça vous fait un peu de... Tu les as déjà, menteur, tu peux juste pas les difficultés. C'est ça. On va maintenant amorcer une conclusion, Mathieu. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà réfléchi? Est-ce que toi qui es dans Sorry We Are French depuis le début, quasiment, est-ce que tu vois une cohérence éditoriale à tout ça? On a déjà évoqué le fait qu'il y ait plusieurs gammes liées à différents publics. Hein, les scientifiques, c'est vraiment le jeu familial, en tout cas les personnalités historiques, l'espace, des jeux un peu plus initiés, l'univers d'Immortal 8 sur les jeux un peu cartes à combo. Et en même temps, on l'a vu, vous faites vraiment des grands écarts avec des trucs très différents. Hein, récemment, Mind Map, 365 aventures. Donc, est-ce que, selon toi, il y a une cohérence éditoriale dans tout ça? Non, la cohérence ne serait pas au niveau des jeux, mais au niveau du travail qu'on fournit pour chaque. Ou des propositions parfois un peu hétéroclites, mais un peu risquées, ou des tentatives de pas être dans la monotonie, etc. C'est plutôt, on essaye de se renouveler, ou alors d'apprendre de chaque projet, de faire des choses variées, pour s'enrichir aussi nous-mêmes. Pas financièrement, mais en termes de personnes humaines ou de professionnellement. Donc la cohérence est plutôt dans tout le travail qu'on met, le fait que si tu es un auteur et que tu veux aller bosser avec soif, tu sais qu'il y aura beaucoup de développement, beaucoup de travail, et qu'on prendra en compte ton avis bien sûr, et on avancera ensemble. Voilà, le degré d'exigence est aussi très peu mis en avant. Le développement, c'est un peu la zone grise, c'est-à-dire que c'est un peu un jeu, c'est un alphabet, et l'auteur il te l'amène au début de l'alphabet, en A, en H, ça dépend. Et toi, le jeu que tu achètes dans ta boutique, c'est Z. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe au milieu? C'est le développement. Il y a aussi l'éditorial encore après, mais c'est toute cette partie dont on ne parle pas, qui est pas un grade, parce que quand on aime ça, c'est pas un grade, mais c'est parfois un peu technique. Ce sont aussi des choix. Parfois, il y a des choix les deux sont bons, mais lequel il faut trancher. Par exemple, je déteste les jeux où il y a des variantes dedans. Non, mais faites le jeu. C'est quoi la règle? Il faut faire des choses. Ouais, voilà, c'est quoi votre jeu? Et c'est une série d'arbitrages qui font que le jeu arrive à là où il en est, où on doit prendre en compte parfois l'avis de l'auteur, mais parfois l'avis plutôt de ce qu'on pense être le public cible, ou notre avis à nous. Enfin, il y a plein de... Ou la situation, le contexte aussi du marché. Tiens, là, cet effet peut-être un peu trop direct, ou tiens, là, on a envie de prendre un risque, on va rendre le jeu un peu plus interactif, un peu plus pan dans ta face. Par exemple, j'étais très content que For Okran soit nommé. Ça a remis la lumière sur un peu l'interaction directe, un peu pute. Je te rends dans la figure.
La dernière que j'ai faite, là d'ailleurs, m'a rendu fou, c'était pas plus tard que la semaine dernière, parce que à la dernière manche, ma première carte est sortie en 11e position. Et 3 de mes cartes, on a 5 cartes, 3 de mes 4 dernières cartes étaient dans les 4 dernières. Et en fait, je me suis fait éliminer avant. J'étais fou contre le jeu, mais ça m'a fait rire. Et je me suis dit, bon, c'est les jeux qui m'a chié dessus plutôt que mes potes. Ben, mais c'était très cool quand même, parce que les as vus, au moins ils me tapaient plus dessus après quand j'étais éliminé. Mais voilà, ça, il faut mettre, ce sont parfois des arbitrages à faire, et on peut se dire des fois c'est un peu risqué. Ou pas. Le plus important, la cohérence, c'est plutôt on a tenté des choses, des fois ça a marché, des fois ça n'a pas marché. Les rééditions, d'anciens jeux, ça a marché, parfois ça n'a pas marché. Continuer à faire une cohérence de gamme, ça n'a pas marché 2 fois, mais là avec la gamme Darwin Marie Curie, oui. Sur le développement, on entend beaucoup certains auteurs de jeux dont le développement est plus exigeant, donc notamment les jeux experts, Eurogame, etc., se plaindre qu'il y a des éditeurs qui laissent l'auteur, en fait, faire le développement sur son temps libre, et donc c'est un travail qui est parfois pas rémunéré. Donc ça demande des moyens, mais c'est quelque chose qui fait débat dans le milieu. Qui doit assurer le travail de développement? Beaucoup vont dire que c'est l'éditeur, mais parfois il n'a pas les ressources suffisantes pour pousser le jeu assez loin. Si l'auteur c'est son bébé, il a envie que son jeu soit le meilleur possible, il se retrouve en fait à lui-même le peaufiner sur son temps libre. C'est délicat. Alors je pars du principe qu'à partir du moment où un jeu est signé, c'est de la faute de l'éditeur. Il n'est qu'à pas le signer. Donc même si le jeu n'est pas bon, à la fin, l'auteur, c'est pas son rôle. C'est l'éditeur de le rendre le meilleur possible. Donc pour moi, là, ça incombe au développeur. À l'éditeur, de faire le développement. Après, l'auteur, s'il a envie de s'y mettre dedans, ça c'est une chose qu'il veut discuter avant, signature, parce que si tu te retrouves à l'auteur ne veut pas le faire, ou tu l'apprends comme ça, c'est que tu as mal fait ton travail au départ. Ça peut arriver, il y a des oublis, etc., ou des choses qui paraissent naturelles, des fois se font pas. Il y a des auteurs qui ne veulent pas du tout développer leur jeu, ils balancent leur concept et le reste. C'est pas qu'ils ne veulent pas, parfois ils n'aiment pas, ils se sentent pas assez bons, il y a plein de raisons pour ne pas le faire. Ou personne qui trouve l'inspiration ou la motivation ou le plaisir dans le fait de créer et pas de continuer à développer, c'est autre chose. Par exemple, Greg, avec qui j'ai fait Darwin, mais aussi Les Jardins Suspendus qui sortent bientôt, il a fait aussi Château Combo et Zénith. Et en travaillant sur Zénith, il a commencé à prendre plaisir au développement. On en a reparlé à Cannes il n'y a pas très longtemps. Il a pris du plaisir un peu à ce qu'avant il le voyait comme étant un peu rébarbatif. Mais c'est aussi un moyen de s'améliorer en tant qu'auteur aussi. Il faut trouver juste un peu le bon moment dans ta vie ou les bonnes personnes pour que ce soit un plaisir ou une situation et qui font que ça te plaira. Donc oui, c'est à l'éditeur de gérer ça, tout simplement, parce que c'est lui qui centralise tout. Oui, parce que parmi les éditeurs francophones qui font du développement, vous n'êtes pas très nombreux, donc il y a vous, c'est une de vos spécificités, et puis il y a aussi Playpunk, qui va vraiment pousser un projet à fond, quitte à sortir moins de jeux, etc. Et peut-être que cette spécificité que vous avez du développement, c'est ça aussi qui permet de faire des rééditions qui ne sont pas des simples rééditions, mais des vraies deuxièmes versions, voire des nouveaux jeux, hein, comme ça va être le cas avec l'Istari que vous retravaillez. Donc, tu l'as dit, c'est pas pour autant... on pourrait penser que c'est plus facile de repartir d'une base existante, et en fait, c'est parfois beaucoup plus complexe, c'est parfois casse-gueule commercialement, mais c'est le fait d'avoir du temps, de parfois être à temps plein sur un projet, de manière très intense. Hein. Tu es quelqu'un de très passionné qui t'investit à fond dans les projets. C'est ça qui va permettre de revisiter aussi des bases existantes et de faire souffler un air frais dessus. Merci beaucoup Mathieu pour cette interview très riche, cette rétrospective, hein, mine de rien. Cette année d'édition, mais déjà beaucoup de projets, des jeux très différents et en même temps des gammes bien identifiables. C'était très intéressant d'analyser ça avec toi et de parler du travail de développement. Merci beaucoup. Merci Boris. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles rétrospectives et puis pour reparler des projets Soif à venir parce que voilà, j'ai la chance d'être en première ligne pour avoir des infos. Oui, on se connaît depuis longtemps. Donc dès que je peux vous partager des impressions, vous serez les premiers mis au courant. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Jouez bien par chez vous. Ciao. Ciao.